Il y a des moments de grâce dans la vie, même ici, aux archives de la SNCF. Je vous vois sourire et vous avez raison. Les kilomètres de documents, les vieux papiers, les photos ne disent pas tout. Pourtant, ce qui m'est arrivé en ouvrant la boîte des records de vitesse sur rail, c'est comme s'il me revenait des décennies d'enthousiasmes oubliés. Ils devaient être fêlés, les ingénieurs, pour oser imaginer faire rouler les trains à plus de 300 km/h. Je sens que vous ne me croyez pas. Vous vous dites, à force de respirer la poussière de ces dossiers, elle divague complètement. Pas d'accord. Derrière ces archives, je découvrais des hommes qui ont osé, des hommes libres de chercher à aller plus vite, des hommes qui ont cru en la grande vitesse et qui se sont battus pour que cela devienne une réalité à la SNCF. Rouler à 350 km/h dans un TGV ne nous étonne pas. Les enfants se disputent, nous essayons de lire ou de regarder un film, nous grignotons une madeleine, le paysage défile, tout va bien. Mais pour y arriver, il a fallu livrer de nombreuses batailles menées par des hommes passionnés ayant sans aucun doute une âme de conquérant. Je pense que l'on peut dire que l'aventure de la grande vitesse commence en 1955, les 28 et 29 mars, dans les Landes. Avec un double record, si j'ose dire, car 2 locomotives différentes soulevèrent la poussière des voies. Leur nom ne vous dira rien, et pourtant, je vous le dis tout de même, la CC 7107 et la BB 9004, remorquant une rame légère de 3 voitures, réalisent le premier record du monde à 331 km/h. Le 300 est dépassé. Vous savez, on apprend beaucoup lorsqu'on va sur le terrain au lieu de rester dans les bureaux. C'est grâce à l'essai de la BB que nous avons compris qu'il faudrait monter sur les bogies des amortisseurs anti-lacets à action rapide. Un dispositif qui sera ensuite adopté pour tout le matériel SNCF, y compris le TGV. Les essais des Landes nous ont surtout appris que pour aller vite, il fallait des roues monoblocs, mais aussi qu'on devait surveiller le profil des bandages. Ensuite, on s'est aperçu qu'il y avait un problème de captage du courant. En fait, il fallait remplacer le continu basse tension par de l'alternatif haute tension. Vous vous rendez compte qu'en 1990, le TGV a battu son record de 515 km/h en prenant 700 ampères à la caténaire, alors que moi, j'en avais pompé plus de 5000 à 331 km/h. Mais eux, ils étaient passés au monophasé, et c'était la solution. Quand je pense que lorsque les premiers trains ont dépassé les 30 km/h, le public et même les scientifiques ont crié au fou. Il fallait être un génie, un malade, ou les deux, pour penser rouler à plus de 300 km/h. J'avais une très bonne équipe, des types épatants. J'ai eu Dupont pour le captage du courant, Jacquemin pour la partie mécanique. C'était des types remarquables. Et puis il ne faut pas oublier les conducteurs, Brachet, Broca et Barrière. D'accord, mais en 1955, c'était du sans-filet. Les locomotives pouvaient dérailler et Fernand Nouvion n'aurait pas été là pour nous le raconter. C'était le saut dans l'inconnu et ma foi, elle s'est agitée la machine. On a été à la limite. Quand on veut faire quelque chose, il faut aller à la limite. Quand on ne va pas à la limite, on ne sait pas. Sauter dans l'inconnu, comme Christophe Colomb l'avait fait en 1492, il faut sans doute de tels hommes pour oser. Pour l'Amérique, il s'agissait d'aller chercher de l'or et des épices. Mais pour un train devant rouler plus vite que son ombre, il fallait créer un concept qui aujourd'hui paraît d'une immense simplicité, celui du TGV. Rouler à plus de 300 km/h sur une véritable autoroute ferroviaire, c'est à Robert Jay, un ingénieur des années 60, que nous le devons. En 1964, je venais de terminer le projet de l'électrification de Paris-Lille et je n'avais plus rien à faire. J'ai alors décidé de faire un rapport proposant une nouvelle politique et de nouveaux projets. L'électrification, dont la vocation d'origine était purement technique, c'est-à-dire d'augmenter la puissance et le rendement de la traction, avait permis d'améliorer la gestion du chemin de fer. J'avais été frappé par le fait qu'en permettant d'accélérer la vitesse des trains, l'électrification Paris-Lille avait engendré une augmentation du trafic voyageur de 50% en 4 ans. Mais ces performances me paraissaient insuffisantes. Avec la mise en service de l'autoroute A1,
n'importe quel automobiliste pouvait faire Paris-Lille à 140 km/h en mettant le même temps que nos trains. C'est comme cela qu'est né le projet Transport Très Grande Vitesse, TGV, Réseau du Nord de la France. Le 26 décembre 1965, un dossier est sorti de mes bureaux. Lorsqu'on a commencé à discuter du projet TGV Nord avec le président de la SNCF, André Ségala, le débat ne portait pas sur la nécessité de la ligne nouvelle, ni sur la manière de la faire, mais sur son coût. Le président Ségala pensait que l'idée était utopique, car trop chère. Or, les travaux que j'avais faits pendant 10 ans au Nord m'avaient donné une bonne connaissance du sujet. En gros, je chiffrais le prix de mon affaire aux 2/3 de celui d'une autoroute. Mon projet était d'ailleurs dit jumelable avec les autoroutes, ce qui signifie qu'on devait mettre les deux infrastructures sur une plateforme unique. En 1967, un autre ingénieur, Jean Bertin, travaille sur l'aérotrain. Ça ne vous dit rien, mais c'est un train qui se déplaçait sur un coussin d'air. Pour cela, il faut une voie expérimentale et l'inconvénient, c'est que l'aérotrain ne peut pas circuler sur des voies normales. En même temps, Edgar Pisani, ministre de l'équipement dans le gouvernement Pompidou, demande à la SNCF de montrer de quoi elle est capable dans le domaine des grandes vitesses commerciales. Cette décision va permettre la circulation du Capitole à 200 km/h sur Paris-Toulouse dès mai 1967. C'est un premier pas, mais qui va oser le mettre sur les rails, notre TGV ? Au cours d'une entrevue, j'interroge M. Ségala, le président de la SNCF. Mais que sont devenus ces trains à grande vitesse? On en a tant parlé il y a 10 ou 15 ans. Eh bien, c'est vous qui nous interdisez de les faire rouler. Pourquoi? Quelles seraient les conséquences de la mise en service de ces trains à grande vitesse? Eh bien, par exemple, le Capitole. Il part à 17h30 de Paris et il arrive après minuit à Toulouse. Or, nous pouvons, avec ce que nous savons faire, le faire partir à 18h de Paris, tout en le faisant arriver avant minuit à Toulouse. Et alors? Commercialement, c'est tout à fait différent, parce que, symboliquement, arriver après minuit dans une ville de province, ça n'a pas de sens. Combien de temps vous faut-il pour mettre en place cela? Pour arriver aux vitesses maximales sur tout le parcours, il faudra longtemps, car il y a notamment en Corrèze des courbes dont il faudra remplacer les rails par de longs rails soudés. Nous nous mettons à parler de technique. M. Ségala m'explique que la SNCF, sur ses grands axes, pourrait accélérer considérablement ses trains et ainsi attirer une clientèle alors captive du transport aérien. Il m'a fait des démonstrations que j'ai répétées 1000 fois dans ma vie. Si j'ajoute le temps de parcours terminaux à ceux du transport aérien proprement dit, on peut aller de Paris à Avignon ou à Bordeaux plus rapidement en train qu'en avion. Mais alors, pourquoi avons-nous interdit à la SNCF de rouler vite? Est-ce un problème de sécurité? Non! Pourquoi nous en mêlons-nous? Ce n'est pas notre affaire, c'est celle de la SNCF. Et donc, les choses avancent, mais avancent avec un débat impliquant Bertin et son aérotrain. Olivier Guichard, commissaire à l'aménagement du territoire, défendait l'aérotrain Bertin comme une innovation qui méritait d'être expérimentée. Lors d'un rendez-vous avec le Premier ministre Georges Pompidou, je lui expose mon dossier et nous engageons le débat. En ayant gardé pour la fin le bon argument, je lui dis « Expérimentalement, l'aérotrain n'a pas de sens. Il n'apporterait rien hors de la ligne d'essai. Ce qui est intéressant, c'est de concevoir un autre système de transport. La vérité reste que l'aérotrain a contre lui un argument très considérable. Il lui faut un autre réseau en site propre qui lézarde le territoire dans toutes les directions. » À ce moment-là, le Premier ministre a basculé. Il a considéré que cet argument était absolument décisif. Ensuite, la procédure a été engagée. L'autorisation a été donnée à la SNCF de tenter les grandes vitesses en service commercial. Ce que je n'avais pas prévu à ce stade, faute d'examen, c'est que cela amènerait la recomposition du système de transport en site propre, et qu'il y aurait en fait deux réseaux, le réseau classique et les lignes nouvelles à grande vitesse. Vous voyez comme les archives peuvent être passionnantes ? Maintenant que tout le monde semble d'accord pour le créer, notre TGV, il serait temps que ces ingénieurs qui bricolent dans leur coin soient rassemblés pour y arriver, sinon le projet ne va jamais vraiment avancer. Ayant les coups des franches,
le président Ségala ose bousculer les lourdeurs administratives et lance sa révolution des colonels. Le service de la recherche est créé. Au milieu des années 60, la SNCF n'avait pas une très bonne réputation. On l'a taxée de vieille maison de technocrates, juste bonne à faire du déficit. On commençait tout juste à voir poindre l'informatique pour l'automatisation, mais pour l'étude des phénomènes économiques, à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire ces phénomènes. À l'époque, les mots modèle de prévision, de simulation n'existaient pas chez nous. Le président Ségala a donc confié à un petit groupe de travail la mission de réfléchir sur l'avenir de la recherche à la SNCF. Dans ce groupe, on pouvait trouver des hommes venant de tous les métiers, de la technique, de l'exploitation, du matériel, de l'attraction, de la voie. Nous étions tous des hommes de terrain. Pendant 2 mois, nous avons été dispensés de toute activité autre que de réflexion sur comment organiser la recherche à la SNCF. Nous avons commencé en février 1966 et nous avons remis notre rapport 2 mois plus tard. Ce rapport vert a été approuvé par le conseil d'administration de la SNCF en juillet 1966. Nous avons proposé Bernard de Fongalan pour prendre la direction du service. Son potentiel complétait le nôtre. C'était des conditions de travail idéales. Je pense que la liberté dont nous avions joui a été un gage de succès remporté. Nous avions mis en place un système de dossiers codés selon leur orientation. A pour amélioration de l'outil existant, matériel, exploitation, signalisation. B pour recherche économique. C pour technologie nouvelle. Et D pour économie des transports à long terme. Le président de la SNCF a parié sur la création d'un service ayant les mains libres. Dès avril 1967, plus d'une douzaine de dossiers sont approuvés. En lisant des archives sur l'aérotrain de Jean Bertin, qui disparaît faute de pouvoir utiliser les rails de l'ancien réseau ferré, je m'aperçois que ce projet a fait germer dans l'esprit des hommes de la recherche l'idée de développer des infrastructures nouvelles, capables de porter le TGV à très grande vitesse, ce qui était inconcevable sur des lignes dites classiques, encombrées de trains de marchandises, roulant à 80 km/h et de Micheline s'arrêtant à toutes les gares. C'est vrai que le projet de Bertin a été un élément qui a amené à se dire que puisqu'on s'intéressait au transport terrestre guidé et aux nouvelles technologies, on pouvait tout aussi bien le faire pour le chemin de fer. D'où le titre proposé pour le projet C03 du service de la recherche. Possibilités ferroviaires sur infrastructures nouvelles. Dans C03, il y avait 3 parties. C03-01, études générales, C03-02, TGV Paris Sud-Est, et C03-03, TGV Paris Nord. C03, C03-01, C03-02, C03-03. Ça ressemble au message codé d'une société secrète. Parmi ces initiés, Michel Valrave apporte des précisions sur le choix d'expérimenter une ligne nouvelle entre Paris et Lyon. Cette ligne représentait le flux de voyageurs le plus important du réseau, et c'est là qu'il semblait le plus probatoire de mettre en place notre projet. Bien entendu, nous avons commencé à chiffrer le coût d'une ligne nouvelle qui aurait permis de faire circuler aussi des trains de marchandises. Ces études nous avaient mené à la conclusion que cela aurait abouti à un surcoût de l'ordre de 30 à 40%. Mais on sait que le fret n'a pas besoin d'être très rapide, sauf exception, qui relève des transports aériens. Il est clair que cet élément a joué un rôle important dans l'idée de spécialiser la nouvelle ligne à grande vitesse dans le transport de voyageurs. Pour Michel Valrave, l'intérêt économique est de créer une autoroute véritablement dédiée au TGV. Cela n'a rien de simple. Guy Verrier, le chef du département d'études des installations fixes, était notre correspondant voie dans le projet C03. C'est lui qui a introduit les méthodes d'autoroutière à la SNCF pour les calculs d'optimisation des tracés. Pour C03, le service de la recherche a fait des études de tracés destinées à tester différentes hypothèses, avec des rampes de 15, 20, 35 pour 1000 et des courbes de rayon minimum de 3 à 4000 mètres. On calculait pour chaque cas le volume de terre à déplacer et l'incidence sur la longueur de ligne.
Les 30 glorieuses et le pétrole à bon marché peuvent pourtant tromper les économistes car la traction thermique autonome allège les infrastructures ferroviaires de leur partie caténaire. Marcel Tessier devient directeur du service de la recherche et s'oriente tout naturellement vers ce mode de traction. L'erreur pourrait être humaine et d'ailleurs ce n'en était pas une. C'est Jean Dupuis, jeune dirigeant du service matériel et traction, qui m'a proposé d'étudier les possibilités de valorisation de la traction autonome avec des moteurs d'avion. J'ai donc pris contact avec les services techniques de l'aviation militaire qui m'a conseillé d'essayer une turbine destinée aux hélicoptères lourds de l'armée, le Turbo 3 de Turboméca. En 1967, la division des études de traction à moteur thermique de la SNCF supervise la construction d'un prototype roulant obtenu par la transformation aux ateliers SNCF du Mans d'un autorail sur lequel l'un des moteurs diesel, 330 kW, est remplacé par une turbine Turbo 3 de 810 kW. L'engin est baptisé Turbotrain à grande vitesse, puis TGS, train à turbine à gaz spécial. Il atteindra 252 km/h aux essais. Ces essais concluants ont permis de mettre en service commercial les ETG, éléments à turbine à gaz, sur la ligne Paris-Caen-Cherbourg en mars 1970. Aux ETG succéderont les rames à turbine à gaz, RTG, à propulsion intégralement à turbine. Ces hommes me font penser à Léonard de Vinci, dont les carnets regorgent d'inventions prématurées. On peut comprendre ce choix dont alors personne ne doute. D'ailleurs, si la crise pétrolière de 1973 sonnera le glas des turbines pour le TGV, elles brilleront sur des lignes considérées à l'époque comme marginales pour le développement du rail. Pour ces nouveaux trains, nous avons d'abord cherché parmi les lignes qui n'étaient pas électrifiées et qui n'étaient pas susceptibles de l'être. Le choix s'est porté sur Paris, Caen, Cherbourg. Sur voie numéro 16, Turbotrain, première et deuxième classe, à destination de Caen et Cherbourg. Ce train comporte un service de restauration. C'est sur cette ligne que nous nous sommes fait la main et où nous avons testé, en modèle réduit, le mode d'exploitation du TGV Sud-Est. Le premier concept que nous ayons modélisé concernait la fréquence. La concurrence principale du train, c'est la voiture individuelle, dont l'atout est le choix du moment où on part. D'où le principe d'une desserte presque cadencée, c'est-à-dire proposer des trains à heure fixe au cours de la journée. Ce point a été très controversé. On nous disait qu'il était complètement idiot de faire des trains au milieu de l'après-midi sur Paris-Caen, car ils seraient vides. En réalité, on les a faits et on les a remplis. Pour un client d'aujourd'hui, passer par Paris pour relier Lyon à Strasbourg, Bordeaux ou Nantes ne pose pas de problème. Ce n'était pas le cas en 1973. Ceux que l'on appelait alors les usagers découvrirent le confort des turbotrains roulant à 200 km/h en coupant au plus court. C'était vraiment génial. Lorsque le petit prince demande à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton, celui-ci dessine la caisse dans laquelle il se trouve. C'est un choix que font les designers, des créateurs peu connus du grand public. C'est à l'un d'eux, Jacques Cooper, designer entre autres de modèles réfrigérateurs, qu'il revient de dessiner le premier TGV. Il a l'intuition d'en faire quelque chose de racé, car il dessine aussi des voitures de sport. D'accord, mais c'est quoi un train qui ne ressemble pas à un train ? À l'époque, je m'occupais de dessiner pour la société Heuliez des dérivés de voitures de sport lorsqu'un responsable d'Alstom m'a fait cette drôle de proposition. Ce type, qui était un passionné d'automobile, a simplement ajouté que je devrais intégrer une notion de grande vitesse, 300 km/h, à mon design. Moi, depuis tout gamin, j'aimais dessiner des trains. Alors, je suis rentré chez moi et je m'y suis mis, et l'idée est venue dans l'heure qui a suivi. Finalement, je n'ai rien fait d'autre qu'extrapoler les lignes de la Porsche sur laquelle j'étais en train de travailler. Voilà pourquoi le TGV 001 avait un nez de voiture. Le orange était une couleur à la mode dans ces années-là, et puis toutes les autres étaient déjà utilisées à la SNCF. Alors j'ai tenté le coup en réalisant 6 croquis de 4 couleurs différentes. Bleu, vert, noir et donc orange. Mon choix s'est d'abord porté vers un bleu soutenu pour arriver à l'orange. Le directeur du matériel de la SNCF, Jean Dupuis, s'est alors exclamé « Ça c'est nouveau, ça plaît, c'est beau !»
L'aménagement intérieur a été affreusement compliqué. J'ai dû revoir ma copie 37 fois. Je devais m'occuper de tout, du tissu des sièges jusqu'à la couleur de la moquette. Et tout le monde avait son avis sur tout. Il faut dire aussi qu'à l'époque, l'ambiance n'était pas bonne à la SNCF. Les gens prenaient de moins en moins les trains et la SNCF devait absolument sortir de l'impasse pour éviter la faillite. Alors, quand en 1972, après 4 années de tractation et de perfectionnement, je grimpe pour la première fois à bord du poste de conduite en gare de Bordeaux-Saint-Jean, c'était une victoire. J'y suis revenu chaque semaine, ou presque, pendant la campagne d'essai de vitesse. On allait jusqu'à Morsan, puisque la ligne des Landes était en effet la seule en France à nous offrir un long tracé sans courbe ni dénivelé. C'est là que le prototype 001, qui fonctionnait avec des turbines à gaz, a discrètement battu ses premiers records. 312, puis le fameux 318 km/h. Enfin, mais pas si discrètement, puisque avec ses 8000 chevaux, la rame partait comme une fusée, et il paraît que dehors, les gens s'affolaient à cause du vacarme épouvantable. J'imagine bien que pour atteindre ces vitesses avec des turbines d'hélicoptère, c'en était fichu de la quiétude des villages traversés. D'où mon interrogation. Pourquoi ne pas revenir à la traction électrique ? C'est vrai que la variante électrique a toujours été présente. D'ailleurs, lorsqu'en 1969, nous avons présenté C03 au gouvernement, Roger Guibert, alors directeur général de la SNCF, savait bien que nous avions dans nos cartons la variante en traction électrique. Il nous a demandé de ne pas en faire état, même auprès du président Ségala. Ce n'est qu'une fois le principe du projet Paris-Lyon accepté en 1974 que nous avons pu dire que nous saurions faire un TGV électrique. Au fur et à mesure que le projet avançait avec les turbines à gaz, on se rendait compte que la puissance risquait d'être insuffisante. On s'aperçoit d'ailleurs maintenant que si on avait continué dans cette voie, on n'aurait pas disposé de la puissance nécessaire pour faire le TGV Atlantique. Ne parlons pas des nuisances sonores et des odeurs de pétrole en cas de grosse densité de trafic dans les gares. En 1972, pour expérimenter les vertus de l'électricité au service du TGV, le service de la recherche a mis en route un prototype dont le nom semble tiré d'une série animée appelée Le Manège Enchanté. Il est vrai qu'il faut du ressort afin de rebondir face aux problèmes de nuisance créés par les turbines. Tournicotis tournicoton, le petit sorcier de la série donnera son nom à leur prototype. Zébulon est ainsi devenu le magicien du TGV. Zébulon a été une grande joie. C'est un engin qu'on a construit pour s'assurer qu'on était capable de capter pendant les très grandes vitesses, notamment sous la caténaire la plus fragile qui soit, celle des essais de 1955. Pour la première fois, on avait disposé le moteur dans la caisse avec une transmission coulissante sur le bogie. Les essais du Zébulon dans les Landes, c'est l'un des moments les plus enthousiasmants de ma carrière. Nous avons travaillé sur tous les paramètres, comme la stabilité du bogie ou la captation du courant, et choisir la solution la plus favorable. Ce fut un travail extraordinaire d'où sont sorties les caractéristiques techniques définitives des rames et de la voie du TGV SE. Zébulon avait été entièrement conçu par les bureaux d'études de la SNCF et réalisé par les ateliers d'Oulin à partir d'une caisse d'automotrice Z7100. C'était un laboratoire qui nous a permis d'engranger de précieux renseignements à peu de frais. Lorsque le prix du pétrole s'enflamme et que le nucléaire devient prioritaire, tous les résultats de Zébulon, toutes les recherches en cours dans le choix des bogies des futurs TGV, des moteurs de traction, de la transmission des efforts de travail et du freinage tombent à pic. En mars 1974, la décision officielle impose aux futurs TGV de consommer l'électricité issue du nucléaire, une énergie nationale. Cette décision va dans le sens des études de la SNCF qui, en 1977, passe commande chez Alstom de 87 rames TGV électriques, issues du prototype à turbine 001 pour la rame articulée et du Zébulon pour la mécanique. Comme quoi, du record de 1955 à notre TGV, en passant par l'aérotrain, rien n'est perdu et tout se transforme afin de s'adapter aux difficultés économiques et aux caractéristiques inédites des lignes nouvelles. Le projet de TGV Paris Sud-Est est une évolution majeure sur un air de révolution. La déclaration d'utilité publique est signée en 1976. Pour la SNCF, c'est une grande première.
Il faut à présent construire 400 km de plateformes ferroviaires, ce qui représente une emprise de 2400 hectares. Les chiffres donnent le tournis aux spécialistes des voies. 24 millions de mètres cubes de remblais, 26 millions de mètres cubes de déblais, 8 viaducs et 2 nouvelles gares intermédiaires à construire. Et puis, il faut alimenter cette ligne en électricité, la transformer et l'acheminer jusqu'à la caténaire, inventer un nouveau type de signalisation afin de pouvoir rouler en plein brouillard à 270 km/h. Cerise sur le gâteau de cette épopée ferroviaire, et pour la première fois, un grand chantier de génie civil français respectera des sites historiques et l'environnement. Malgré toutes ces contraintes, et grâce à une bonne coordination des travaux, les dépenses et délais furent parfaitement maîtrisés. Merci et chapeau bas. Ce sont des équipes d'une qualité exceptionnelle qui travaillèrent sur le terrain, sous la conduite de Monsieur Avenat, directeur de la ligne nouvelle, et qui le firent avec enthousiasme et une efficacité remarquable, qui se traduisit par le respect des délais et des coûts. Chef de district puis chef de section sur la ligne PLM, j'étais convaincu de la pertinence de la construction d'une ligne nouvelle et rapide allégeant le trafic de cette artère, particulièrement entre Saint-Florentin et Lyon. L'expérience me paraissait enthousiasmante, d'autant plus que j'étais passionné de géologie et de géotechnique. Je n'ai pas été déçu dans ce domaine. En mai 1975, je suis donc nommé adjoint du chef GET d'Avallon pour participer aux explorations et reconnaissances des futures emprises, en coordination avec le département Lignes Nouvelles et Ouvrages en Terre, VM, que dirige à Paris Guy Verrier. Période aux tâches fort variées sur le terrain, piquetage du tracé, détournement des réseaux interceptant celui-ci, négociations, compromis d'achat, contact à tout niveau en liaison avec divers services administratifs locaux, tels que les services fiscaux, l'ONF, les DDE, mairies et particuliers. Les effectifs s'étoffaient, avec la construction de 3 centres travaux à Tonnerre, Avallon et Saulieu. Les négociations auxquelles j'ai participé relevaient du même esprit. Nous devions respecter l'engagement financier initial et la crédibilité d'un TGV qualifié par ses opposants d'un Concorde du rail. Je retrouve beaucoup de documents sur l'exploitation commerciale des TGV qui est prévue pour septembre de l'année 1981. Depuis août 1978, les 2 premières rames, surnommées Patrick et Sophie, sont testées. L'enjeu est de taille pour la SNCF. Relancer la fréquentation de ces trains, rassurer la clientèle sur la sécurité d'un TGV qui allait rouler à 260 km/h au lieu des 160 km/h du Mistral, et montrer ainsi que le train peut concurrencer l'avion. Pour donner du panache à cette aventure, il fallait pousser au-delà de ses limites le matériel prévu en service commercial. D'où l'idée du record de vitesse dont l'objectif final était de 100 mètres par seconde. Si on peut rouler aussi vite, c'est-à-dire à 360 km/h, le petit 260 km/h ne fera plus peur. Ce jour-là, c'est le 381 km/h qui est atteint à 15h40. À l'époque, Jacques Ruiz est l'un des 4 membres de l'équipe de conduite impliquée dans cette prouesse. J'étais responsable des dernières locomotives à courant continu, les BB 7200, au niveau de la région Paris-Sud-Est. Alors, tout naturellement, j'ai été désigné pour faire les essais et former les conducteurs TGV pour ce qui concerne Paris. J'étais cadre et c'était la dernière fois que des cadres conduisaient un TGV pour établir un record de vitesse. En 1955, c'était un record battu par des dirigeants traction. Gabriel Jacot, inspecteur traction à Paris, et moi-même avions fait les essais d'endurance. C'était un clin d'œil pour nous récompenser d'avoir fait tout ce travail. Même pas peur. Habitués à respecter les limitations de vitesse, oser transgresser ce tabou excitait donc ces hommes qui ne doutaient pas des qualités de leurs machines, des voies et des caténaires. Sous des apparences décontractées, l'adrénaline devait couler à flot. Dans le TGV, le fameux 26 février, il y a une atmosphère de travail d'équipe dans la voiture qui est transformée en véritable laboratoire. C'est-à-dire qu'il y a 34 personnes à bord de la rame qui se connaissent bien.
qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a donc une très bonne ambiance. Par contre, le climat est calme, parce que tout le monde est concentré sur ce qu'il doit faire, surveiller, dire ou ne pas dire. C'est un souvenir excellent. Le 26 est une journée importante, mais la veille, le 25, on a fait 5 marches entre 340 et 371, de façon à vérifier les renseignements au niveau stabilité des bougies, la voie, la captation du courant avec le pantographe sur la caténaire. On ne part pas à l'aventure, tout est millimétré, calculé et à chaque palier. Si les résultats sont bons, on progresse en vitesse. Côté conduite, le TGV est identique en termes de manipulation à une locomotive récente. Le TGV date de 1976, il a 2 ans de plus que les dernières locomotives. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la rame homogène, avec les bogies entre les voitures. On a un véhicule comme un bloc, très agréable à conduire. Ça réagit instantanément, aussi bien en accélération qu'en freinage. Rouler à plus de 100 mètres secondes aux commandes d'un train, je dirais, c'est impressionnant, parce qu'il faut être très concentré dans le travail de conduite et des essais. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de manipulations qui ont été prévues avec le laboratoire. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre d'images par seconde qui défilent dans notre cerveau. Et là, je dois dire que c'est très fort. À partir de 290 km/h, on a vraiment une impression où le paysage défile à une vitesse très impressionnante. Ma mission était de réussir la mise en service le 28 septembre 1981. Et donc, je l'ai assuré en formant 25 conducteurs de mon équipe de conduite qui ont démarré dès le 28 septembre, faisant le parcours de Paris à Lyon, sur la partie sud de la ligne grande vitesse, qui était en service. Vous savez, je n'ai jamais conduit de TGV en service commercial. Avec la rame que je conduisais, j'ai dû freiner. On n'a pas pu passer 364 avec les journalistes à bord de la rame. On était dans le sens province-Paris. Après être passé au-dessus de l'autoroute A6, qui croise la ligne TGV, on avait une cote de 35 pour 1000, ce qui est énorme en termes de pourcentage pour le ferroviaire. Et l'ingénieur André Cossier m'appuie sur l'épaule et me dit « Tu vois Jacques, on arrive à accélérer avec une rame à courant continu. » C'est l'image que j'ai gardée. Lorsqu'en 1955, les locomotives ont ouvert la voie à l'idée de la grande vitesse, qui aurait pu prévoir le succès du TGV ? Pourtant, les innovations se sont succédé et dans l'ombre, les hommes de la recherche ont battu un record d'enthousiasme communicatif, conduisant à l'autre record, celui de février 1981. Charles Fiterman, ministre des Transports, mesure bien l'avancée technologique de cet héritage, tout en devant l'inscrire dans une véritable politique des transports. J'ai eu à connaître le dossier du TGV dès le début de ma prise de responsabilité. La décision de réalisation datait de la présidence Pompidou, je l'ai rappelé honnêtement, lors de l'inauguration en 1981. À ce moment-là, nous étions confrontés à 3 problèmes. En premier lieu, la tarification. J'ai obtenu son infléchissement afin que le TGV ne soit pas uniquement un train d'affaires. Deuxièmement, il fallait lier le développement avec un maillage régional renforcé. Nous avons commencé dans ce sens. Enfin, il fallait passer concrètement à l'idée d'un réseau français, puis européen. On s'est mis au travail et les premiers résultats obtenus par le TGV Sud-Est ont alors joué. Un tiers de la clientèle TGV venait de l'avion, un tiers de la route et un troisième de nulle part. Le TGV avait créé un marché, la rentabilité du TGV Sud-Est était sans équivalence dans le secteur public. On était donc en présence de quelque chose qui pouvait donner une nouvelle jeunesse au chemin de fer. D'accord. Le TGV, c'est un miracle pour la SNCF, une ambition pour notre pays et même pour l'Europe. Cependant, rien n'est gagné à l'intérieur même de l'entreprise. Et il existe chez Charles Fiterman une vision sociale qui vient de son engagement politique. Dès la réalisation du TGV Sud-Est est née la conception, que j'ai combattue mais qui continue de prévaloir aujourd'hui, de privilégier la grande vitesse au détriment du reste, notamment des relations régionales. Ceci entraîne une dégradation de la qualité de service et des conditions d'emploi des cheminots, et c'est pourquoi les syndicats étaient très méfiants à l'égard du TGV. Je pense que ces lignes nouvelles doivent aussi être un atout de développement régional. La recherche de la rentabilité doit intégrer la spécificité du service public, et la qualité de ce service en matière de chemin de fer, ce n'est pas seulement la rapidité, le confort et la sécurité, c'est aussi la convivialité. L'épopée de la première ligne droite tirait à sa fin.
Tous ceux qui, depuis près de 30 ans, ont osé libérer la recherche peuvent s'en féliciter lorsque le vendredi 23 septembre 1983 est inauguré le dernier tronçon du trajet Paris-Lyon en TGV, le chaînon manquant entre Combles-la-Ville et Saint-Florentin dans l'Yonne. Charles Fitterman, un ministre heureux, improvise un petit cours de géographie à grande vitesse. Ce n'est pas seulement un pas en avant, mais un véritable changement d'échelle. C'est une modification du mode de vie des gens. Et je dirais presque que c'est une modification de la géographie de la France qui se rétrécit à mesure du temps que l'on gagne. C'est l'une des plus belles réussites technologiques et industrielles de la France. Honneur aux pionniers du TGV. Ceux qui ont pris part à l'aventure du TGV garderont à jamais dans leur mémoire et dans leur cœur le souvenir de ces heures au cours desquelles l'enthousiasme, la foi en l'avenir du chemin de fer et la camaraderie effaçaient la fatigue et venaient à bout de la difficulté. Non seulement ils ont été heureux, puisque, dit-on, le bonheur c'est d'aimer ce que l'on fait et de le faire passionnément, mais de plus, ils ont écrit, grâce à leur intelligence et à leur dévouement, l'une des plus belles pages de l'histoire ferroviaire, dont l'avenir dira qu'ils peuvent tous être fiers.